Salut, je m'appelle Mathieu, et j'ai vu de mes propres yeux l'un des hommes les plus riches de France se moquer ouvertement de mon petit frère de 10 ans, alors que la turbine de son jet privé de 80 millions d'euros refusait obstinément de démarrer. Le milliardaire, entouré de ses ingénieurs de pointe, ne se doutait pas une seule seconde que tout son empire et l'accord financier qui en dépendait reposaient entièrement sur les épaules de ce gamin qu'il venait de balayer d'un revers de main. Il le regardait comme une simple tache sur le sol immaculé de son hangar privé. Vous êtes-vous déjà senti complètement invisible, totalement transparent aux yeux des autres, alors que vous saviez, au plus profond de vous, que vous déteniez la seule et unique réponse qui comptait vraiment à ce moment précis, avant que je vous raconte comment Léo, mon frère, a utilisé non pas des outils sophistiqués, mais une simple intuition et une connaissance presque surnaturelle des machines pour faire redémarrer ce monstre de technologie. Laissez-moi un commentaire pour me dire depuis quelle ville vous regardez cette vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne. Car croyez-moi sur parole, vous ne voudrez absolument pas manquer de voir l'expression de stupeur et d'humiliation sur le visage de ce propriétaire milliardaire et de toute son équipe d'experts arrogants lorsque la turbine s'est finalement remise à rugir, défiant toutes leurs certitudes et leurs diagnostics officiels. Ce son, ce jour-là, était bien plus que le bruit d'un moteur. C'était le son de la revanche. Tout a commencé dans l'atmosphère stérile et presque chirurgicale du hangar privé de l'aéroport du Bourget. L'odeur âcre du kérosène et de l'ozone flottait dans l'air, un parfum de puissance et de privilège. Au centre de cet immense espace blanc, le Dassault Falcon 8X de M. Antoine Beaumont reposait, magnifique et inerte. C'était un symbole de richesse absolue, mais il était silencieux, cloué au sol par une panne incompréhensible. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. La fureur contenue de Beaumont, un homme habitué à ce que le monde plie devant sa volonté, irradiait dans tout le hangar. Ses ingénieurs, dépêchés en urgence par le constructeur, piétinaient, leur fierté professionnelle en lambeaux face à leur échec cuisant après des heures d'analyses infructueuses. Le problème était aussi simple dans son énoncé que complexe dans sa réalité. La turbine droite refusait de démarrer. Après une tentative, elle émettait un faible gémissement puis se coupait, mise en sécurité par les systèmes de bord. Ce n'était pas un simple contretemps. Ce jet était le seul moyen pour Beaumont de se rendre à Genève pour finaliser une fusion à plusieurs milliards d'euros. Une réunion cruciale prévue dans moins de 12 heures. Chaque minute qui passait voyait s'envoler non seulement une fortune, mais aussi une part de sa réputation d'homme infaillible. La pilote personnelle de Beaumont, la capitaine Hélène Dubois, une femme au sang-froid légendaire, avait épuisé toutes les procédures. Les mécaniciens de l'aéroport avaient jeté l'éponge. Et maintenant, l'équipe d'élite du fabricant venait de rendre son verdict. Un verdict qui sonnait comme une condamnation. Leur conclusion était sans appel et prononcée avec une arrogance à peine masquée. Défaillance interne catastrophique du moteur. La seule solution, selon eux, était un remplacement complet de la turbine, une opération qui prendrait au bas mot plusieurs jours. C'était une façon polie de dire que tout était fini. J'observais la scène, debout à côté de mon père, le superviseur de maintenance du hangar. Je voyais les visages déconfits, la panique qui commençait à poindre sous le masque de professionnalisme. Les ingénieurs rangeaient déjà leurs ordinateurs et leurs outils de diagnostic high-tech, comme des médecins déclarant un décès. Pour eux, la machine avait parlé, et sa parole était loi. Le jet ne volerait pas. L'affaire était entendue et la défaite consommée et acceptée par tous. C'est à ce moment précis, dans ce silence pesant de défaite, que mon petit frère Léo, qui était resté silencieux dans un coin, s'est approché de notre père. Léo n'était pas comme les autres enfants. Il ne jouait pas avec des petites voitures, il les démontait pour comprendre leur fonctionnement. Il passait ses journées à dévorer de vieux manuels techniques que les équipes jetaient. Il avait une connexion étrange, presque sensorielle, avec les mécanismes. Il a tiré doucement sur la manche de mon père et a murmuré, d'une voix si basse que j'ai à peine entendu « Papa, il se trompe. Ce n'est pas le moteur. C'est l'actuateur du régulateur de débit de carburant. Je l'entends. Il vibre à la mauvaise fréquence. » Mon père a figé, son regard passant de l'incrédulité à une lueur de désespoir fou. Mon père, d'habitude si respectueux des protocoles et terrorisé par la hiérarchie, a lutté contre lui-même. Pendant une longue seconde, je pouvais voir la guerre qui se livrait dans ses yeux,
D'un côté, la peur panique de perdre son emploi, de se faire humilier devant ces hommes puissants, et de l'autre, la foi fragile mais tenace qu'il avait en son fils. Il a regardé Léo qui le fixait avec une certitude si calme, si absolue, qu'elle en était déconcertante. Puis, il a regardé le visage cramoisi de M. Beaumont qui aboyait des ordres dans son téléphone. C'était un pari insensé, un acte de pure folie professionnelle. Mais dans le silence du hangar, face à l'échec de tous ces experts, le murmure de mon frère était la seule chose qui ressemblait encore à un espoir. Il a pris une profonde inspiration et a marché vers le lion dans sa cage. Il s'est approché avec une déférence qui frisait la soumission, attendant une pause dans la conversation téléphonique de Beaumont. « Pardonnez-moi, monsieur Beaumont », a-t-il commencé d'une voix qui tremblait à peine. L'homme d'affaires a baissé son téléphone, le regard glacial. « Quoi encore » a-t-il aboyé. L'ingénieur en chef, voyant mon père s'approcher, a eu un mouvement de recul agacé, comme pour protéger son périmètre d'échec. Mon père a dégluti. « Mon fils, il pense savoir. Il dit que ce n'est pas le moteur. » Un silence de mort est tombé sur le hangar. Puis, un ricanement a éclaté. Ce n'était pas Beaumont, mais l'un des jeunes ingénieurs qui a vite étouffé son rire sous le regard noir de son supérieur. L'humiliation était déjà palpable, une vague de honte qui nous a submergés, mon père et moi. Monsieur Beaumont a observé mon père, puis a balayé Léo du regard, un regard qui mesurait et rejetait en une fraction de seconde. Il y avait du mépris, mais aussi une pointe d'amusement cruel dans ses yeux. Il a souri, un sourire sans chaleur. « Votre fils? Un enfant? C'est votre solution ?» a-t-il demandé, le sarcasme dégoulinant de chaque mot. Il a regardé son équipe d'ingénieurs, qui se tenaient là, impuissants et vexés. « Eh bien, messieurs les experts, il semble que nous ayons un nouveau consultant. » Il a fait un geste de la main large et dédaigneux. « Très bien, laissez-le regarder. Vous avez 5 minutes, pas une de plus. Amusez-nous. » C'était pire qu'un refus. C'était une performance, une farce dont mon frère était le clown involontaire. Léo n'a pas semblé remarquer le ton moqueur. Il n'a pas semblé voir les sourires en coin des techniciens. Il a simplement hoché la tête, comme si on venait de lui donner une instruction parfaitement normale. Il a marché droit vers le réacteur droit du Falcon, un mastodonte de titane et de composite qui le dominait de toute sa hauteur. Il n'a sorti aucun outil. Il n'a consulté aucun écran. Il a fait quelque chose que personne n'aurait pu anticiper. Il a posé sa petite main à plat sur le capot froid du moteur, juste au-dessus de la nacelle. Il a fermé les yeux. Pendant un instant, il est resté là, parfaitement immobile, au milieu de ce théâtre d'arrogance et de technologie, simplement en train d'écouter, pas avec ses oreilles, mais avec ses doigts, avec tout son être. « C'est ici », a-t-il dit finalement, sa voix claire résonnant étrangement dans le silence. Il a tapoté un petit panneau d'accès, à peine visible sous le ventre du moteur. L'actuateur, le solénoïde qui contrôle la vanne. Il est bloqué. L'ingénieur en chef s'est approché, un air d'exaspération sur le visage. « On a déjà vérifié ça, petit », a-t-il dit d'un ton faussement patient, comme « On parle à un enfant qui dérange. Le système de diagnostic complet, le FADEC, nous dit que la vanne et son actuateur fonctionnent dans les tolérances. Tous les tests sont au vert. Tu ne peux pas sentir une panne qu'un ordinateur à 10 millions d'euros ne voit pas. » Il a fait un geste pour écarter Léo, un geste qui disait clairement « Casse-toi, tu nous fais perdre notre temps. » Le chef des ingénieurs s'est alors tourné vers Beaumont, adoptant une posture de professionnel rassurant. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, l'enfant ne sait pas de quoi il parle. Il répète sûrement des mots qu'il a entendus. Nos diagnostics sont formels et ont été effectués 3 fois. Il s'agit d'une défaillance mécanique interne, probablement une aube de turbine fissurée. C'est invisible sans un démontage complet. » Il parlait de Léo comme s'il n'était pas là, le réduisant à une source de bruit insignifiante. Je sentais la colère monter en moi, une rage impuissante. Mon père, lui, était blême. Il avait joué sa carte, et elle venait d'être brûlée avec un mépris total. Il avait exposé son fils à cette humiliation pour rien. Le temps s'écoulait. Beaumont a regardé sa montre de luxe, une Patek Philippe qui valait plus que notre maison. Son visage s'était durci à nouveau, la brève lueur d'amusement cruel ayant disparu, remplacée par une impatience glaciale. « Assez », a-t-il tranché. « J'ai perdu assez de temps avec cette comédie. » Il a planté ses yeux dans ceux de mon père, et chaque mot était un coup de poignard. « Reprenez votre fils, l'expérience est terminée. Et vous, a-t-il dit en se tournant vers l'ingénieur en chef, commencez à organiser le remplacement de ce maudit moteur. Je veux un autre jet. Maintenant. »
Le verdict était tombé, sec et définitif. L'espoir même le plus fou venait de s'écraser contre le mur de l'arrogance et du pouvoir. Le silence de Léo était la seule chose qui semblait encore digne dans cet immense hangar. Mais Léo ne bougeait pas. Il est resté là, le regard fixé sur le moteur comme si les mots de Beaumont n'avaient pas traversé le bruit blanc de sa propre concentration. Le monde autour de lui pouvait bien s'effondrer. Les adultes pouvaient bien déclarer forfait, mais lui était encore dans le problème en dialogue silencieux avec la machine. Les ingénieurs, eux, avaient déjà commencé à remballer leur matériel avec une sorte de soulagement pressé, presque contents d'avoir un verdict officiel qui les dédouanait de leur incompétence. La défaillance était catastrophique, donc ce n'était plus de leur ressort. C'était une excuse parfaite. Mon père, lui, avait posé une main sur l'épaule de Léo, prêt à le tirer de là, à l'arracher à cette humiliation publique qu'il avait lui-même provoquée. Son visage était un masque de regret et de honte. Mon père, lui, était pétrifié, non pas par la colère de Beaumont, mais par son propre échec en tant que protecteur. Il avait exposé son fils, son génie fragile et étrange, à la moquerie de ces hommes cyniques. Je pouvais voir la défaite dans sa posture affaissée, dans la manière dont il évitait mon regard. Il allait dire quelque chose, s'excuser, obtempérer et disparaître avec nous dans les coulisses de cet univers de luxe où nous n'avions pas notre place. Il a ouvert la bouche, probablement pour formuler les excuses les plus plates et les plus serviles de sa vie. Il aurait tout accepté, le licenciement, les réprimandes, le mépris. Tout pourvu que ce moment s'arrête. Mais avant que le moindre son ne puisse sortir de sa gorge, quelque chose d'inattendu s'est produit, un minuscule événement qui a tout changé. C'est alors qu'un bruit métallique et sec a déchiré le silence tendu du hangar. Un des jeunes ingénieurs, en se retournant brusquement, a heurté une petite caisse à outils posée au sol. Une clé dynamométrique, lourde et chromée, a roulé et est tombée sur le béton poli avec un clang sonore qui a résonné de façon disproportionnée dans l'immense espace. Le son a fait sursauter tout le monde, mais Léo n'a pas sursauté. Sa tête s'est relevée d'un coup, ses yeux se sont illuminés d'une lueur nouvelle. Il ne regardait pas la clé, il regardait le panneau qu'il avait désigné plus tôt. Le son, la vibration de l'impact sur le sol venait de lui donner une idée folle, primitive, complètement à l'opposé de toute la technologie qui nous entourait. Il s'est tourné vers mon père, ignorant complètement Beaumont et les autres. Ne faut pas l'ouvrir, a-t-il dit, sa voix soudainement forte et assurée. Il faut le choquer. La vibration, c'est ça qui va le débloquer. Il a pointé à nouveau le petit panneau d'accès. Il faut taper dessus, fort, juste ici, avec quelque chose de lourd. Un silence encore plus profond que le précédent s'est installé. Si sa première suggestion avait semblé étrange, celle-ci était carrément absurde. Frapper une turbine à plusieurs millions d'euros avec un outil, c'était un sacrilège. C'était l'idée d'un enfant qui confondait un moteur à réaction avec un vieux poste de télévision qui ne s'allume plus. C'était la proposition la plus anti-scientifique et la plus irrespectueuse possible. L'ingénieur en chef a éclaté d'un rire nerveux et méprisant. Taper dessus? Mais bien sûr, et pourquoi pas lui donner un coup de pied tant qu'on y est, a-t-il lancé à la cantonade, cherchant l'approbation de ses collègues. Monsieur Beaumont, je crois que ça suffit. C'est du grand n'importe quoi. Nous parlons d'un mécanisme de précision, pas d'une vieille serrure rouillée. Chaque composant coûte une fortune. Le moindre choc non contrôlé pourrait causer des dommages irréversibles. Il s'est tourné vers mon père avec une fureur froide. Reprenez votre enfant immédiatement. Son jeu a assez duré. C'est irresponsable et dangereux. La menace était claire. La carrière de mon père était suspendue à un fil, et ce fil était sur le point de rompre. C'est la capitaine Hélène Dubois, la pilote, qui a brisé l'impasse. Elle était restée en retrait, silencieuse et observatrice, son visage impénétrable. Elle s'est avancée calmement. Elle n'a pas regardé Léo, mais l'ingénieur en chef. Sa voix était posée, dénuée de toute émotion, mais tranchante comme de l'acier. « Monsieur l'ingénieur, a-t-elle commencé, vos diagnostics formels, vos ordinateurs et vos procédures certifiées ont abouti à un avion cloué au sol et à une mission annulée. Votre solution est de passer plusieurs jours à remplacer un moteur. Nous n'avons plus rien à perdre, absolument rien. » Elle a ensuite tourné son regard vers Léo, et pour la première fois, il n'y avait pas de condescendance, mais une curiosité professionnelle intense. Qu'est-ce qu'un simple choc pourrait bien faire de pire?
Le milliardaire, qui avait déjà tourné les talons pour passer un autre appel furieux, s'est immobilisé. Les mots de la pilote flottaient dans l'air, chargés d'une logique implacable. Il a lentement pivoté sur lui-même. Son regard a balayé la scène. L'ingénieur rouge de colère, mon père blanc comme un linge, et Léo, incroyablement calme, attendant simplement. Beaumont était un homme d'affaires, un prédateur. Il reconnaissait l'odeur d'une dernière chance, même la plus improbable. Il a soupiré, un son d'exaspération mêlé à une résignation totale. « Très bien », a-t-il grogné. Il a pointé du doigt l'ingénieur qui avait fait tomber la clé. « Toi, donne-moi cette clé. » Puis, il a fixé l'ingénieur en chef. « Faites ce que le gamin a dit. Frappez. Mais je vous préviens, si une seule égratignure apparaît sur ce capot, vous ne travaillerez plus jamais dans ce secteur. Jamais. » L'ingénieur en chef se tenait là, pétrifié, la lourde clé dynamométrique dans sa main. Je voyais ses jointures blanchir sous la pression. Cet homme, habitué à commander, à diagnostiquer avec des appareils valant des fortunes, venait de recevoir l'ordre le plus humiliant de sa carrière. Suivre l'intuition d'un enfant et frapper une pièce de technologie de pointe comme un vulgaire mécanicien de garage. Son visage était un masque de conflit, un mélange de rage contenue envers Léo, de peur panique de son patron et de mépris pour la situation absurde dans laquelle il se trouvait. Il a jeté un regard désespéré à son équipe, mais ses collègues ont détourné les yeux, feignant d'être occupés. Personne ne voulait être associé à cet acte de barbarie technique. Il était seul, face à son humiliation, la clé, à la main, symbole de son échec et de sa soumission forcée. Le silence dans le hangar était devenu presque solide. On n'entendait plus que le bourdonnement lointain des néons au plafond. Chaque personne présente semblait retenir son souffle. Monsieur Beaumont observait la scène avec une immobilité de prédateur, ses bras croisés sur sa poitrine, son visage dur comme la pierre. La capitaine Dubois, elle, avait un regard clinique, analysant non pas le moteur, mais les hommes. Mon père, juste à côté, de moi, avait les poings si serrés que je craignais qu'il ne se fasse mal. Je sentais mon propre cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Toute la tension de ce contrat à plusieurs milliards, de ces carrières en jeu, de cet orgueil blessé, semblait converger vers ce petit point sur le capot du réacteur, là où la clé chromée allait s'abattre. C'était un duel silencieux entre la science des manuels et une vérité que seul mon frère semblait entendre. Alors que l'ingénieur levait lentement le bras comme un bourreau hésitant, Léo a fait un pas en avant. Sa petite voix a coupé le silence. « Non, pas là », a-t-il dit avec une assurance déconcertante. « Un peu plus haut et sur la gauche, juste au-dessus de la 3e vis du panneau. C'est là que le corps du solénoïde est fixé au support. L'onde de choc doit se propager directement à travers le métal, pas sur le couvercle. » Il parlait avec la précision d'un chirurgien guidant un scalpel. L'ingénieur s'est figé, la clé en l'air. Il était maintenant forcé non seulement d'obéir, mais de suivre des instructions techniques détaillées données par un enfant de 10 ans. L'humiliation venait de monter d'un cran. Il n'était plus un expert, il n'était que le bras armé d'un gamin. Le regard qu'il a lancé à Léo était chargé d'une haine froide et impuissante. L'ingénieur a rajusté sa position, le visage fermé. Il a pris une inspiration, puis a abattu la clé. Mais son geste était plein de retenue, de doute. Au lieu d'un choc sec, on a entendu un poc au mat et décevant, le bruit d'un coup qui manque de conviction. Le son est mort instantanément sur le métal. Rien, absolument rien. Un murmure a parcouru les rangs des techniciens, un mélange de soulagement et de mépris. L'ingénieur en chef a regardé Beaumont, un air de « je vous l'avais bien dit » flottant sur son visage. Il espérait que cette tentative ratée mettrait fin à la mascarade. Le visage de Beaumont, si possible, s'est encore assombri. La lueur d'espoir, si mince, fut-elle, venait de s'éteindre. On pouvait sentir la fureur du milliardaire monter comme une vague de chaleur, prête à tout dévaster sur son passage. « Plus fort, espèce d'imbécile !» a hurlé Beaumont. Le mot a claqué dans l'air comme un coup de fouet, brisant le dernier vestige de professionnalisme. L'insulte était publique, brutale, dépouillant l'ingénieur de toute sa dignité. Le visage de l'homme est passé du rouge à l'écarlate. Il était piégé. S'il refusait, il était renvoyé sur le champ. S'il obéissait et endommageait le moteur, sa carrière était finie. Il était dans une situation impossible, humilié devant ses subordonnés, devant un client tout-puissant, et surtout devant un enfant qui le regardait avec un calme olympien. Il a serré la mâchoire, a levé la clé bien plus haut cette fois,
La rage et le désespoir se mêlant dans son geste, il allait frapper, non plus pour réparer, mais pour en finir, pour briser quelque chose, n'importe quoi. « Attends !» La voix de Léo, toujours aussi calme, l'a arrêté net. L'ingénieur s'est immobilisé, le bras en l'air, le muscle tendu. Léo a de nouveau posé sa main sur le capot, fermant les yeux une fraction de seconde. Ça a changé. La vibration n'est plus la même. Il est presque libre. Il a rouvert les yeux et a regardé l'ingénieur. Encore un coup, mais pas comme ça. Pas avec la colère. Ça ne marchera pas. Il faut un coup sec et rapide. Pense à un claquement. Pas à un coup de masse. Précis. Il ne donnait plus seulement des instructions techniques. Il donnait des instructions sur l'intention, sur l'énergie du geste. C'était surréaliste. Il était devenu le véritable chef d'orchestre de cette opération insensée, dictant chaque mouvement, chaque nuance, à ses experts déchus. L'ingénieur en chef a baissé le bras, vaincu. Il était paralysé, incapable de donner ni un coup de rage, ni un coup précis. Il a regardé la clé dans sa main, comme si c'était un serpent. C'est alors que la capitaine Dubois s'est avancée, sans un mot. Elle a pris la clé des mains tremblantes de l'ingénieur. L'homme n'a offert aucune résistance. Il y avait un soulagement infini dans son regard quand il a lâché l'outil. La pilote s'est tournée vers mon frère. Son regard était intense, concentré. Il n'y avait plus de scepticisme, seulement une détermination professionnelle. « D'accord, Léo », a-t-elle dit d'une voix ferme qui ne laissait place à aucune discussion. « Montre-moi exactement où, je frapperai. » Le pouvoir venait de changer de main de la manière la plus spectaculaire qui soit. L'experte en pilotage s'en remettait entièrement à l'instinct d'un enfant. Léo a levé la main, un geste calme qui a arrêté net le mouvement de la capitaine Dubois. « Non, ne frappez plus », a-t-il dit, sa voix étonnamment posée dans le silence électrique. Le choc de la clé qui est tombée tout à l'heure, ça a suffi. J'ai senti la vibration changer. Ce n'est pas complètement bloqué. Il s'est approché encore plus près du moteur, son regard intense fixé sur le panneau. Le problème, ce n'est pas mécanique, c'est électrique. Il y a une micro-fissure dans l'isolateur en céramique du solénoïde. Elle est invisible, même pour les diagnostics. Quand le courant passe pour démarrer, ça crée un court-circuit minuscule et la vanne se ferme. C'est pour ça que l'ordinateur dit que tout va bien, car le test se fait à basse tension. Il parlait avec une clarté et une autorité qui glaçaient le sang. L'ingénieur en chef, qui avait repris un peu de contenance, a laissé échapper un ricanement incrédule. « Une micro-fissure en céramique ? Et comment tu sais ça, petit ? Tu as des yeux à rayon X ?» a-t-il lancé, essayant de regagner un semblant de crédibilité en tournant l'expertise de Léo en ridicule. C'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue. Nos systèmes de diagnostic sont conçus pour détecter la moindre fluctuation électrique, la moindre anomalie de résistance. Ce que tu décris est une fantaisie, une histoire pour endormir les enfants. Monsieur Beaumont, nous perdons un temps précieux à écouter les délires d'un gamin qui a trop lu de bandes dessinées. Cette théorie ne repose sur absolument rien de concret, c'est du pur hasard. Il était désespéré, s'accrochant à la logique des manuels comme à une bouée de sauvetage. Léo ne s'est pas laissé démonter. Il a tourné son regard calme vers l'ingénieur, puis vers la capitaine Dubois. Ce n'est pas une fantaisie. J'ai lu quelque chose à ce sujet dans un très vieux manuel de service, la toute première édition pour le Falcon 7X, qui utilisait un actuateur de conception similaire. Le document a été mis au rebut il y a des années. Il y avait une note de service, presque oubliée, qui décrivait ce défaut rarissime, un défaut de fabrication sur un lot d'isolateurs. La note expliquait que la seule solution, en cas d'urgence, n'était pas un remplacement, mais une procédure de dérivation manuelle. Il faut ponter le circuit de commande pour alimenter la vanne, directement en contournant le solénoïde défaillant, juste pour la séquence de démarrage. Il ne devinait pas, il citait une connaissance perdue. La capitaine Dubois est restée silencieuse pendant un long moment, la clé à la main, son regard passant de l'ingénieur défait à mon frère, dont la certitude était inébranlable. Elle a pris sa décision. Elle n'était pas une ingénieure, mais elle était une pilote, une professionnelle, qui faisait confiance aux faits, et le seul fait tangible ici était que toutes les solutions officielles avaient échoué. Elle a posé la lourde clé à outils au sol avec un bruit sourd et définitif. « D'accord », a-t-elle dit, sa voix ne trahissant aucune émotion. Elle s'est tournée vers un jeune mécanicien qui se tenait en retrait, pétrifié. « Donnez-moi une pince et un fil électrique. » Puis elle a regardé Léo. « Guide-moi, Léo. Dis-moi exactement quoi faire. »
Le transfert de pouvoir était total, silencieux et absolu. Sous la direction précise de Léo, la scène a pris une tournure surréaliste. La capitaine Dubois, une des meilleures pilotes au monde, était à genoux devant le moteur, une petite lampe de poche entre les dents, ses mains expertes manipulant de minuscules fils, sous les instructions d'un enfant de 10 ans. Le fil rouge du connecteur principal, non, pas celui-là, celui avec la fine bande blanche. Il faut le dénuder doucement et le ponter sur la borne positive de l'alimentation auxiliaire, juste là. Léo pointait du doigt, son visage concentré. L'ingénieur en chef et son équipe regardaient, impuissants, leur science et leur diplôme rendus inutiles par ce bricolage d'un autre âge. C'était un acte de foi pur, un défi lancé à toute la logique de l'aéronautique moderne, exécuté dans le silence religieux du hangar. Une fois la dérivation terminée, un fil fragile reliant 2 points du circuit complexe, la capitaine Dubois s'est relevée. Elle a essuyé ses mains sur un chiffon, puis a regardé Léo et a simplement hoché la tête. Sans un mot de plus, elle a marché d'un pas décidé vers la passerelle du jet et a disparu dans le cockpit. Un silence de mort est tombé sur le hangar. On pouvait sentir le poids de chaque seconde qui s'étirait. Monsieur Beaumont se tenait droit comme un piquet, son visage une énigme. Mon père avait posé sa main sur mon épaule et je pouvais sentir ses doigts trembler. Tous les regards étaient tournés vers le réacteur droit, ce monstre de technologie silencieux qui tenait entre ses aubes, métallique des milliards d'euros, des carrières et l'incroyable audace d'un enfant. Puis on a entendu le clic sec de l'interrupteur d'allumage dans le silence du cockpit, retransmis par la radio restée allumée au sol. Une seconde de silence total, un vide angoissant, et puis un léger gémissement, le son familier qui avait précédé tous les échecs précédents. Un soupir de déception a commencé à parcourir les rangs des ingénieurs. Mais le son n'a pas coupé. Il a enflé, s'est transformé en un sifflement aigu, puis, avec une fureur soudaine et libératrice, a explosé en un rugissement assourdissant, stable et parfait. La turbine a pris vie, un souffle puissant et propre qui a fait vibrer le sol en béton et a balayé l'air du hangar. Le son n'était pas celui d'une réparation, c'était le son de la perfection, le rugissement d'un moteur en pleine santé, défiant toutes les lois de la logique et de l'échec. Le rugissement a tout balayé sur son passage. Ce n'était pas seulement un bruit, c'était une force physique, une onde de choc qui a fait trembler les outils sur les établis et vibrer nos cages thoraciques. Pendant un instant interminable, personne n'a bougé, personne n'a parlé. Nous étions tous figés, pétrifiés par ce son impossible. J'ai regardé les visages des ingénieurs. Leurs expressions étaient un mélange horrifiant de stupeur, d'incrédulité et d'humiliation pure. Leurs mâchoires pendaient, leurs yeux fixaient la turbine comme s'ils voyaient un fantôme. Toute leur science, leur diplôme, leurs ordinateurs à plusieurs millions d'euros venant d'être réduits à néant par un enfant et un simple fil de cuivre. Dans leurs yeux, je n'ai pas vu de l'admiration, mais la terreur de voir leur monde, bâti sur des certitudes et des protocoles, s'effondrer en une seconde. Monsieur Beaumont, lui, n'a pas bougé d'un centimètre. Il est resté parfaitement immobile, les bras croisés, son visage de pierre ne trahissant aucune joie, aucune surprise. Il a simplement regardé, son regard passant du moteur rugissant à la silhouette minuscule de mon frère, puis de nouveau au moteur. Ce n'était pas un regard de gratitude, c'était un regard d'évaluation, froid et calculateur, le regard d'un prédateur qui vient de découvrir une nouvelle ressource, une anomalie d'une valeur incalculable. Il ne voyait plus un enfant qui avait eu un coup de chance, il voyait un atout, une clé capable d'ouvrir des portes que même sa fortune ne pouvait forcer. En cet instant, Léo a cessé d'être invisible. Il est devenu l'objet le plus précieux de tout le hangar, plus précieux encore que le jet lui-même. L'ingénieur en chef était le plus dévasté. Son visage, auparavant cramoisi de colère, était maintenant d'une pâleur mortelle, comme si tout le sang l'avait quitté. Il tenait toujours la pince inutile dans sa main, ses doigts inertes. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, peut-être une excuse, une explication technique pour sauver la face, mais aucun son n'est sorti. Le rugissement de la turbine était une réponse plus éloquente que n'importe quel rapport technique. Il a laissé tomber la pince, qui a heurté le sol avec un petit bruit métallique pathétique, noyé par la puissance du réacteur. Ses collègues l'évitaient du regard, déjà en train de se désolidariser de son échec monumental.
remballant discrètement leur matériel comme des voleurs pris en flagrant délit. Son autorité s'était évaporée dans le souffle chaud de la turbine. Mon père a finalement lâché toute la pression accumulée. Des larmes silencieuses ont commencé à couler sur ses joues, des larmes de fierté, de soulagement et, je crois, de terreur aussi. La terreur de ce qui venait de se passer, de l'ordre des choses qui venaient d'être brisées. Il a posé ses 2 mains sur les épaules de Léo, non plus pour le protéger, mais comme pour s'ancrer à la réalité, pour s'assurer que tout cela était bien réel. Léo, lui, semblait à peine conscient du drame humain qui se jouait autour de lui. Il n'a pas regardé les visages choqués, ni même le milliardaire. Il écoutait le son parfait de la machine, un léger sourire satisfait aux lèvres, comme s'il retrouvait un vieil ami dont il avait compris la peine. Pour lui, la conversation la plus importante venait de se terminer, et c'était celle qu'il avait eue avec le moteur. C'est alors que Beaumont a traversé le hangar, ses chaussures de luxe résonnant sur le béton. Il a marché d'un pas décidé, ignorant les ingénieurs, ignorant mon père, ignorant même la capitaine Dubois qui descendait du cockpit, un sourire rare et sincère sur le visage. Il s'est arrêté juste devant mon frère. Puis il a fait quelque chose d'impensable. Cet homme, qui dominait des conseils d'administration et des nations, s'est accroupi lentement pour se mettre au niveau des yeux de Léo. Le silence était total, mis à part le vrombissement du moteur. Il n'a pas dit merci. Il a posé une seule question, sa voix basse et intense, chargée d'un respect nouveau et absolu. « Comment? Comment tu savais ça ?» Ce n'était pas de la curiosité, c'était une demande de partage d'un secret qui valait bien plus que son jet. Léo l'a regardé droit dans les yeux et a répondu avec la simplicité désarmante de la vérité. « Je l'ai entendu. » Il était triste. Beaumont est resté silencieux une seconde, puis un très léger sourire a flotté sur ses lèvres. Il s'est relevé et s'est tourné vers mon père. « Votre fils ne retournera pas à l'école demain. En fait, il n'ira plus jamais. Dans une école normale. » Il a sorti son téléphone. « Dès aujourd'hui, je finance la totalité de son éducation. Les meilleures classes préparatoires, Polytechnique, Centrale Supélec, ce qu'il voudra. Il aura les meilleurs tuteurs du pays. » Il a ensuite regardé l'ingénieur en chef avec un mépris glacial. « Quant à vous, envoyez-moi la facture pour le fil électrique. C'est tout ce que votre expertise valait aujourd'hui. » Puis il a fait signe à la capitaine Dubois. « Hélène, allons-y. Nous avons un accord à conclure. » Et juste comme ça, ils sont partis. La passerelle s'est rétractée avec un sifflement hydraulique, la lourde porte du Falcon s'est refermée avec un bruit sourd et étouffé, nous enfermant dehors, dans notre propre monde. Quelques instants plus tard, le jet a commencé à rouler, puissant et gracieux vers la piste de décollage, son rugissement s'estompant peu à peu jusqu'à n'être plus qu'un écho lointain. Le hangar semblait soudain immense, vide et silencieux. Les ingénieurs, sans même un regard dans notre direction, ont terminé de ranger leurs affaires en vitesse, comme s'ils voulaient fuir la scène de leur propre défaite. Mon père est resté là, les mains toujours sur les épaules de Léo, regardant le bout de la piste où le jet avait disparu. Personne ne disait rien. Il n'y avait rien à dire. Le silence qui a suivi n'était pas un silence de paix, mais le silence assourdissant d'un monde qui venait d'être renversé. Ce jour-là a tout changé, mais pas de la manière spectaculaire qu'on pourrait imaginer. La promesse de Beaumont a été tenue, bien sûr. Les appels ont été passés, les fonds ont été débloqués, mais la véritable transformation a été plus silencieuse. Mon père n'a plus jamais marché la tête basse dans le hangar. Il y avait une nouvelle assurance en lui, la fierté d'un homme qui savait que son fils avait fait ce que des experts surpayés ne pouvaient pas faire. Pour Léo, rien n'a vraiment changé. Il est resté le même garçon, silencieux, absorbé par ces schémas et les murmures des machines. Sauf que maintenant, quand il parlait, les gens écoutaient. Les mécaniciens venaient parfois lui demander son avis, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement. Il n'était plus invisible. Il était devenu une sorte de légende silencieuse, le petit fantôme du hangar qui comprenait le langage des moteurs. Nous n'avons jamais revu l'ingénieur en chef. Les rumeurs ont circulé, comme toujours dans ces milieux. Pas de licenciement brutal, ce n'est pas le style. On a parlé d'une réaffectation, d'un poste dans un bureau lointain, loin des clients prestigieux et des machines de pointe. Une mort professionnelle lente et silencieuse, bien plus cruelle qu'un renvoi. Son arrogance ne lui a pas coûté son emploi, mais elle lui a coûté sa réputation, ce qui, pour un homme comme lui, était bien pire.
Il est devenu l'exemple à ne pas suivre, l'histoire qu'on se racontait à voix basse pour se rappeler que les diplômes et les protocoles ne sont rien face à la vérité brute d'une panne. Il avait tout le savoir du monde dans ses ordinateurs, mais il avait oublié la première règle de tout bon mécanicien. Il faut savoir écouter. En repensant à cette journée, je comprends que Léo n'a pas seulement réparé un moteur, il a exposé une faille bien plus profonde, celle de l'orgueil qui rend sourd. Tous ces hommes importants et éduqués étaient si occupés à suivre leurs procédures, à protéger leur statut et à affirmer leur autorité qu'ils sont devenus incapables d'entendre la solution évidente qui leur criait au visage. Ils cherchaient une réponse complexe à un problème simple. Ce jour-là, j'ai appris que le vrai génie ne se mesure pas au nombre de réponses que l'on connaît, mais à la capacité de poser la bonne question, ou comme Léo d'écouter assez attentivement pour ne même pas avoir besoin de la poser. La vérité n'est pas toujours dans les manuels ou sur un écran d'ordinateur. Parfois, elle est juste là, dans une vibration que tout le monde ignore. Cette histoire, je la raconte souvent, pas pour me vanter de mon frère, mais pour me souvenir de cette leçon. Si vous connaissez quelqu'un qui se sent ignoré, sous-estimé, quelqu'un dont le talent est étouffé par des gens qui croient tout savoir, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est de savoir qu'une petite voix calme peut faire taire le vacarme de l'arrogance. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires sur la façon de trouver sa propre voix, même quand ce n'est pas celle que les autres attendent. Merci de m'avoir écouté.